Bonjour à toutes et à tous. Radio Prague International vous propose une vingtaine de minutes en sa compagnie. Au sommaire, une rencontre avec l'écrivain et poète congolais Kaya Makele qui expose sa peinture à Prague. Nous vous parlerons aussi d'un bouclier de la Renaissance volé par les nazis et restitué récemment au château de Konopečky. Mais tout de suite, nous allons nous rendre au Musée national de Prague. Début septembre, il a dévoilé sa nouvelle exposition permanente intitulée Les merveilles de l'évolution. Il propose aux visiteurs de découvrir l'évolution de la vie animale de la préhistoire à aujourd'hui. 1500 modèles d'animaux, dont 400 totalement inédits, sont exposés dans 6 salles du bâtiment historique du musée qui domine la place Venceslas. Un reportage signé Zoé Samin. L'exposition Les merveilles de l'évolution rencontre déjà un franc succès, à en croire la foule de visiteurs amassés devant le musée national dès le lendemain de son inauguration. La galerie de 2000 m² retrace l'histoire animale, depuis l'apparition des invertébrés jusqu'aux espèces que nous connaissons aujourd'hui. Le but est d'en apprendre davantage sur la manière dont les animaux se sont adaptés à leur environnement et interagissent avec les autres espèces. L'exposition plonge les visiteurs tour à tour dans le monde des invertébrés, qui représente 97% des espèces vivantes sur Terre, puis dans le monde des oiseaux, des mammifères, des poissons, des amphibiens et enfin des reptiles. L'occasion de voir des animaux datant de plusieurs milliers d'années et d'autres spécimens insoupçonnés, à l'instar du crabe géant japonais pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Directeur du musée d'histoire naturelle, Ivo Matsek nous en dit plus. It's a 5-year project. It's partly the zoology. C'est un projet élaboré depuis 5 ans pour présenter une exposition zoologique avec différents groupes d'animaux. Nous ne voulions pas retracer l'histoire de l'évolution dans un sens purement scientifique, en partant du Big Bang et de la première plante, par exemple. Et c'est pourquoi nous avons appelé l'exposition « Les merveilles de l'évolution », car nous ne montrons qu'un fragment de l'évolution de la vie sur Terre. En 2016, Ivo Matsek et ses collègues ont commencé à réfléchir à la manière dont ils pourraient exposer des animaux morts tout en leur donnant l'impression qu'ils sont vivants. Pour cela, le Musée national a fait appel aux meilleurs artistes et taxidermistes européens, tout en partant de dessins pour reconstituer l'environnement naturel des animaux et les faire interagir entre eux. Cette méthode de travail est totalement nouvelle. D'ordinaire, en effet, ce sont les taxidermistes qui choisissent la manière de représenter les animaux avant de les vendre au musée. Existent aussi les étagères et les vitres derrière lesquelles les squelettes sont habituellement exposés. Les visiteurs petits et grands peuvent ici admirer des reconstitutions d'arbres d'Amazonie ou de récifs coralliens. Ils peuvent également toucher la carapace de tortues géantes des Galapagos ou encore écouter le cri des rapaces. Tous les sens des visiteurs sont donc sollicités et ces activités interactives contribuent à faire de cette exposition une des plus modernes en République tchèque. Un sentiment partagé par Ivo Matsek. Vous savez, on m'a posé beaucoup de questions pour savoir dans quelle mesure cette exposition était particulièrement moderne. C'est principalement en raison des matériaux que nous avons utilisés. Nous n'avons pas mis les animaux dans des boîtes pour les regarder comme le font beaucoup de musées. Non, les animaux occupent ici toute la pièce, du sol au plafond comme vous pouvez le voir. Nous avons demandé aux artistes de produire des illustrations pour imaginer comment rendre les animaux vivants. Cela a certes nécessité un travail important de préparation avec des taxidermistes, mais les positions dans lesquelles nous avons installé les animaux sont réalistes. C'est aussi ce qui leur donne vie en quelque sorte. Certains objets présentés sont uniques en leur genre, comme par exemple le squelette d'un rorqual commun long de 17 mètres. La plupart des spécimens proviennent de zoos ou d'ateliers de taxidermistes à travers toute l'Europe. La pandémie et la fermeture des frontières ont d'ailleurs compliqué le travail du musée, notamment pour acheminer tous les animaux. Un obstacle qui n'a pas découragé Ivo Matsek, qui explique comment le squelette de la baleine est arrivé à Prague depuis Toulouse et la France. Yeah, we had several problems during the COVID because there was a problem to... Oui, les restrictions sanitaires ont causé différents problèmes.
acheminer tous les animaux en République tchèque a représenté une importante logistique. Certaines entreprises de transport nous ont aidés, mais cela nous a coûté très cher car elles ne voulaient pas traverser toute l'Europe avec des animaux empaillés dans leurs camions. Le plus compliqué a été le transport du squelette de 17 mètres de long, car il vient effectivement de Toulouse et il n'en existe que 2 aujourd'hui dans le monde. Les collègues qui ont construit ce modèle, car ce n'est pas un vrai animal, étaient inquiets à l'idée de venir en République tchèque. Mais nous devions assembler les différentes parties du squelette ici et c'est pourquoi nous avons trouvé d'autres professionnels pour le faire. Le premier modèle n'était pas suffisamment réaliste car c'est compliqué de représenter une baleine dans son environnement naturel au fond des océans, comme vous pouvez l'imaginer. En 2006, des robots japonais ont néanmoins réussi à prendre des vidéos de baleines. Nous avons donc pu nous en inspirer. Le modèle de l'exposition est le plus grand et le plus réaliste au monde avec celui de Toulouse. La seconde partie de l'exposition ouvrira le mois prochain et présentera notamment des squelettes de dinosaures. Et pour ne rien vous cacher, on est déjà impatient de voir ça. C'est une œuvre rare qui vient d'être restituée par le musée d'art de Philadelphie à la Tchéquie, 80 ans après avoir été volé par les nazis. Un bouclier d'apparat datant de la Renaissance et qui faisait partie de l'ancienne collection de l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc François Ferdinand, au château de Konopishte. C'est dans ce même lieu qu'il est désormais possible de l'admirer, comme nous le raconte Anna Kubishta. Objet d'art raffiné, le bouclier d'apparat qui vient d'être restitué à la République tchèque a été réalisé aux alentours de 1535 en Italie. Attribué au peintre Girolamo da Trevisio, il s'inscrit dans la période du Cinquecento qui clôture la Renaissance italienne. Outre son ancienneté, on mesure la rareté de cette œuvre tant au motif complexe, un entrelac de soldats et de chevaux figurant une bataille antique, qu'à la technique utilisée par l'artiste. Nadezhda Goričková, directrice de l'Institut national du patrimoine. Le bouclier est intéressant car il figure une scène relativement peu représentée sur ce type de bouclier d'apparat de la Renaissance. Il s'agit d'une scène tirée de l'histoire de la Rome antique, plus précisément la conquête de Carthage pendant la Deuxième Guerre punique. Le dessin a été réalisé en grattant la peinture grise jusqu'à ce qu'émerge la couche d'or sous-jacente. Le bouclier d'apparat a longtemps fait partie de la collection de la famille d'Este et a été ainsi transmis à l'archiduc François Ferdinand, dont l'assassinat à Sarajevo en 1914 a été le déclencheur de la Première Guerre mondiale. C'est dans une de ses résidences favorites, le château de Konopishte, situé à 1 heure de route au sud de Prague, qu'il était conservé jusqu'à ce qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis l'emmènent à Linz. Il était censé rejoindre la collection du futur Führer Museum, un projet de galerie d'art devant voir le jour non loin du lieu de naissance d'Hitler et censé accueillir ce patrimoine artistique spolié venu des 4 coins de l'Europe. À partir de là, on perd sa trace avant que l'œuvre ne refasse surface à Paris où elle est achetée par le collectionneur américain Karl Otto Kretschmar von Kinbusch. Le musée de Philadelphie en a fait l'acquisition en 1976. Mais 40 ans plus tard, son directeur, Timothy Rubb, reçoit un message en provenance de la République tchèque. Oui, j'ai reçu un courriel d'un chercheur tchèque qui m'informait de l'existence de nouvelles informations permettant de relier définitivement le bouclier à l'armurerie du château de Konopishte. Je lui ai donc demandé s'il avait de la documentation à ce sujet et nous avons travaillé très attentivement avec lui au cours de l'année suivante pour confirmer cette information. Finalement, cela nous a permis de conclure qu'il provenait effectivement de la collection de l'armurerie de François Ferdinand au château de Konopishte. Selon l'ambassadeur de la République tchèque aux États-Unis, Renek Kmoníček, les historiens de l'art tchèque savaient depuis les années 1990 que le bouclier se trouvait aux États-Unis, mais il aura fallu de nombreuses années de recherche pour réussir à prouver son appartenance d'origine au château de Konopishte et entamer les démarches légales pour sa restitution.
L'important était de venir avec des preuves tangibles à montrer à nos partenaires américains. Je pense que le plus gros du travail, on le doit à Ladislav Čepička, un historien de l'art qui a pu retrouver une photographie de l'emplacement original du bouclier au château de Konopiště. Vous savez comment ça marche. Voir une chose une fois vaut mieux que de l'expliquer 10 fois. C'est ainsi qu'il a été possible de convaincre le conseil d'administration du musée de Philadelphie qu'il s'agissait bien d'un objet spolié par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si Timothy Rubb concède un sentiment de tristesse de voir un si bel objet d'art quitter Philadelphie après près d'un demi-siècle, il se dit toutefois fier d'avoir permis le retour du bouclier en Tchéquie, là où il appartient. Depuis ce mardi, les visiteurs peuvent donc découvrir le bouclier de plus d'1 mètre de diamètre au château de Konopiště et se rendre compte par eux-mêmes de sa valeur. Naděžda Goričková. Le bouclier est en très bon état. Je dois dire que nos collègues de Philadelphie s'en sont très bien occupés. Il a été restauré avec beaucoup de talent. J'aurais du mal à chiffrer sa valeur, mais elle doit être très importante. Le bouclier d'Apara n'est de loin pas la seule œuvre d'art spoliée par les nazis à Konopiště pendant la guerre, et Ladislav Čepička n'en a pas fini avec ses recherches d'objets perdus. 2 autres boucliers similaires sont d'ailleurs conservés à Prague, à l'Institut d'histoire militaire, et l'historien de l'art espère les voir retourner bientôt dans leur lieu d'origine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le régime nazi a organisé de manière systématique et planifiée la spoliation d'œuvres d'art appartenant soit à des particuliers, juifs essentiellement, soit à des institutions telles que des musées ou des collections privées. Ce pillage théorisé par le nazi Alfred Rosenberg a concerné les pays occupés par le Troisième Reich, dont faisait partie la Bohême-Moravie. Ce mois de septembre, un rouleau de la Torah rédigé en 1890 à Brno, volé par les nazis pour leur projet de musée du judaïsme à Prague, avant d'être vendu par les autorités communistes dans les années 1960, doit rejoindre la collection d'Ek Chaim, une congrégation juive progressiste de la capitale tchèque, dans le cadre d'un prêt permanent du Memorial Scrolls Trust basé à Londres. Le coup d'envoi de la 17e édition du Festival de la culture et du théâtre africain a été donné lundi à la bibliothèque municipale de Prague avec le vernissage des peintures de l'écrivain et poète congolais Kaya Makele. L'occasion de découvrir une nouvelle facette de sa création picturale. Cette fois, Anna Kubishta est allée à sa rencontre sur son lieu de résidence pragoise, en plein cœur de la vieille ville, place Franz Kafka, un auteur dont l'œuvre l'accompagne depuis sa jeunesse. Kaya Makele, bonjour. Bonjour. Vous venez cette année plutôt en tant que peintre. C'est une nouveauté ou c'est pas vraiment une nouveauté ? En tout cas, vous venez pour exposer vos œuvres que vous avez créées ces derniers temps. En tant que peintre à Prague, c'est une nouveauté, évidemment. Mais en tant qu'activité, ce n'est pas une nouveauté. Par contre, Prague m'a donné le courage de montrer mes peintures. La peinture, pour moi, est une sorte de refuge, une sorte d'intimité particulière avec moi-même. Parce que je me considère comme un peintre de la résilience. À travers plusieurs moments de difficulté, de choc, j'ai eu une tumeur au cerveau, j'ai été opéré, j'ai failli devenir aveugle, j'ai eu le coronavirus. Tout ce qui passe, je le ramasse. Et tout ça me permet, à travers la peinture, de me reconstituer et de pouvoir avoir foi en la couleur. C'est la couleur qui me donne l'espoir de vivre. C'est vrai que c'est des peintures très colorées, hein. Et peut-être justement, donc ce que vous dites, c'est d'une certaine manière, la peinture, c'est une thérapie en fait pour vous, une manière de déverser sur la toile finalement ce qui vous habite. Oui, plus qu'une thérapie peut-être, parce que la thérapie n'est qu'un processus. C'est plutôt le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga
ma résilience, de comment je me permets de me retrouver avec moi-même et avec mon environnement. Comment je me permets de regarder le monde après chaque événement important qui m'arrive à moi-même ou à mon entourage. Comment je me permets et j'accepte les autres. Évidemment, à travers cela, il y a mon itinéraire personnel, il y a mon regard intime sur les gens et sur les choses et sur ce que je suis moi-même. Mais ce qui est évident, comme vous dites, c'est finalement une thérapie qui permet non pas seulement de me guérir, mais de guérir l'avenir. C'est-à-dire que je me projette immédiatement dans l'avenir en me disant « je suis certainement ce que je suis aujourd'hui, mais que vais-je être demain ?» Et c'est ça la peinture pour moi. On se trouve ici, place Franz Kafka. Franz Kafka, c'est un écrivain qui est important pour vous. On en avait déjà d'ailleurs parlé la dernière fois quand on s'était rencontrés en 2018. Et puisqu'il était lié d'ailleurs aussi à votre roman, Les Matins de Prague, qu'est-ce qui représente justement Franz Kafka dans votre panthéon littéraire personnel ? Panthéon littéraire. Ce panthéon est constitué d'écrivains qui ont marqué et ma jeunesse et qui continuent à me marquer aujourd'hui. Il y a des amis comme Sonila Boutancy qui m'accompagnent tout le temps. D'ailleurs, je prépare un livre de nos conversations, de nos discussions, de nos rencontres intellectuelles et amicales. Et Kafka fait partie de ces personnes-là qui m'ont accompagné très jeune. Moi qui doutais de l'imaginaire africain sur le fantastique, sur la capacité d'introspection des personnages, de cette capacité de se transformer et de transformer la nature. Moi qui pensais que ce n'était qu'un surréalisme désuet, c'est grâce à Kafka que j'ai compris cet imaginaire africain, en me disant cet auteur, qui n'est pas africain, raconte des histoires africaines. Comment un être humain peut devenir un monstre ? En Afrique, quand je dis l'Afrique, je parle de l'Afrique noire subsaharienne, c'est cette culture que je connais la mieux. Il n'est pas étonnant de voir qu'un être humain, la nuit, se transforme en animal féroce ou en monstre, et qu'il décide d'aller se balader dans le monde entier, et puis qu'il revienne après, le lendemain, et redevienne un être humain. Dans la métamorphose, on a cet instant où un être humain ne peut plus sortir de son lit et se demande ce qu'il devient. Pourquoi il devient ce qu'il est devenu. Et c'est peut-être ça aussi le destin du continent africain, qui au sortir des indépendances se pose la question, que suis-je devenu ? Est-ce que je suis un monstre ? Est-ce que je suis encore un continent qui peut supposer être l'avenir ? Puisque je suis la naissance de l'humanité, suis-je l'avenir de l'humanité ? Maintenant que je n'arrive pas à sortir de mon lit, que j'ai des tentacules de partout et que je n'arrive pas à bouger. Et Kafka m'a apporté cette capacité de comprendre l'imaginaire africain. C'était Kaya Makele, dont cette émission préparée pour vous par la rédaction française de Radio Prague International. Elle vous a été présentée par Magdalena Hrozinkova avec Dagmar Hlídková et Jiří Matějček à la réalisation. L'information tchèque en français, ça continue sur français.radio.cz. Merci de votre attention et de votre fidélité. À la prochaine. Naslyšenou.